Bonjour à toutes et tous, je suis Mickaël Martel de la MIO de Roubaix, j'anime les thématiques numériques en matière d'emploi, de formation et d'orientation dans la métropole lilloise. Merci d'abord de nous avoir rejoints pour ce lancement de l'association du collectif EdTech Hauts-de-France. Je serai votre conducteur aujourd'hui, je vous propose de vous emmener près du berceau. Alors on y est déjà, nous voilà tous autour du berceau de ce collectif qui est né d'une belle histoire, l'histoire de Sophie, de Minache, de Pascal, d'Olivier, de Chris de Aude, mais de plein d'autres personnes qui avaient tous une vision commune, une vision désirable, que notre territoire régional soit un territoire apprenant et un territoire inclusif. Quelle est la place des technos, des technologies numériques dans ce rêve, dans cette histoire? Quel est l'engagement pour ce territoire, pour que cette vision soit demain une réalité encourageante? Alors pour se pencher au-dessus du berceau, je vous propose qu'on accueille nos 4 premières bonnes fées pour un premier temps d'introduction. Nos 4 premières bonnes fées, Rémi Chal, délégué général EdTech France. J'aime bien l'idée d'être une bonne fée, ça me plaît beaucoup. Merci Rémi. On accueillera également Yann Kervarek, CEO d'Euratechnologie, pardon, non pas CEO, responsable des programmes d'Euratechnologie, Chris Delpierre, président de l'association Changemaker avec Trésorium. Alors Rémi, je vais te laisser la parole en premier. Rémi, toi, à la Dynamique EdTech, alors tu es délégué général EdTech France. La Dynamique EdTech, elle est née en France, je crois, en novembre 2017. Donc je crois qu'on fête presque un anniversaire également pour EdTech France. Porté par des entrepreneurs innovants avec beaucoup d'ambition. 3 ans après, les associations régionales appuient cette initiative et je crois qu'il y a déjà quelques collectifs, notamment au Grand Ouest, des initiatives de collectifs un peu partout en France, aujourd'hui ici en Hauts-de-France. C'est quoi ton sentiment? Quelle est la vision nationale? Et puis, est-ce que le contexte n'est pas favorable à une EdTech Nation? Tu fais les questions et les réponses. Donc la réponse est oui, évidemment. Alors l'association, tu as raison, elle est née d'une première initiative en novembre 2017. Ça a été un manifeste qui a été à l'époque signé par 180 entreprises. Et le mot d'ordre, c'était effectivement faire de la France la Tech Nation. Je ne sais pas si ça a un peu vécu ce slogan, mais en tout cas l'idée, elle était là. Et puis il y a une association qui s'est créée en mai 2018 et que moi j'ai rejoint ensuite comme délégué général en novembre 2018. Donc c'est aussi une forme d'anniversaire pour moi, puisque ça fait 2 ans que je pilote cet écosystème. Il y avait à l'époque 40 entreprises. Il y en a aujourd'hui près de 300 qui sont membres de l'association. Et dès le début, la volonté à la fois du bureau de l'époque, qui a été renouvelé, j'y reviendrai récemment, et la mienne, c'était de dire il faut rapprocher au plus près les besoins des entreprises et des apprenants. Et l'high-tech, c'est certainement pas un truc parisien pour les Parisiens. Donc il faut qu'on aille partout où sont les entreprises innovantes, partout où sont les apprenants, partout où sont les élèves, partout où sont les organismes de formation, partout où sont les besoins de formation et d'employabilité. Et aujourd'hui, sur les 300 entreprises membres, il y en a près de 45%, je crois, qui ne sont pas en région parisienne, voilà, et qui sont répartis partout en France. Et alors il existait déjà, ce qu'on appelait ça des clusters avant. Évidemment, le terme, lui, un peu vécu, est passé de mode, mais il existait quelques clusters territoriaux, Éducasur, qui, comme son nom l'indique, est du côté de la Côte d'Azur, le SPN, qui est du côté de Poitiers. Il y avait un EdTech Nouvelle-Aquitaine qui depuis n'existe plus. Et puis c'était à peu près tout. Il y avait EdTech Lyon aussi qui était en train de renaître de ses cendres à ce moment-là. Et on avait des entrepreneurs qui étaient en région. Et la première initiative, on l'a lancée en février 2019 avec un certain Yannick Grafnel, que vous connaissez sans doute, qui est entre Rennes et Paris. On a lancé l'association EdTech Grand Ouest. À l'époque, c'était juste une première réunion avec des entrepreneurs et puis d'autres, des formateurs, la collectivité, l'académie, etc. Et puis c'est devenu une association, c'est structuré en association. Et puis la deuxième initiative qu'on a lancée très vite, avec notamment Chris, qui depuis est devenu président de l'association qui vient de se créer, ça a été précisément EdTech Hauts-de-France. Depuis, il y a EdTech Occitanie qui est en train de naître également. Il y a une trentaine d'entreprises entre Montpellier, Toulouse et Perpignan, et certaines d'ailleurs qui sont vraiment ancrées dans la ruralité, qui est en train de se monter. Et puis il y a une autre initiative, on a signé un partenariat, on n'en a pas encore parlé publiquement, avec le parc numérique. L'idée, c'est de créer aussi une fédération des entreprises tech dans les Outre-mer. Voilà. Donc on voit bien que les territoires sont porteurs d'innovation et qu'il y a de belles entreprises, de belles initiatives qui naissent, avec un avantage certain, c'est que les collectivités sont les premières à soutenir ces initiatives. C'est beaucoup plus facile de le faire à l'échelle d'un territoire qu'à l'échelle nationale. Moi, pour EdTech France, on n'a aucun soutien particulier des collectivités ou des institutions, mais je vois bien, et ça a été le cas en Bretagne, c'est le cas dans les Hauts-de-France, qu'il y a
un vrai engagement, je tiens à le souligner, des collectivités à encourager l'innovation, à encourager la création d'entreprises, surtout que le sujet, celui de l'high-tech, celui qui nous concerne, il est plus porteur que jamais, parce qu'évidemment, pendant la crise sanitaire, on a parlé de deux choses, c'est d'abord de santé et ensuite d'éducation. On a bien vu que quand les écoles ferment, ça pose de vraies difficultés. Il y a eu des initiatives solidaires qui ont été portées par Tech France, qui ont été reprises aussi dans les territoires. Aujourd'hui, il y a encore des institutions d'enseignement supérieur qui sont fermées, des entreprises également, des organismes de formation. Demain, il n'est pas impossible que les lycées ferment également leurs portes. Donc, la tech, ça ne se réduit pas à l'enseignement à distance, on est bien d'accord, mais on voit bien que le numérique, c'est le seul moyen de garder un lien et de pouvoir assurer une forme de continuité pédagogique. Le vrai enjeu demain, ce ne sera pas simplement de se dire comment est-ce qu'on fait pour enseigner à distance, mais comment est-ce qu'on fait pour enrichir son expérience d'apprentissage, qu'on soit professeur, formateur, élève ou apprenant, y compris dans un contexte de présentiel, parce que la tech, c'est d'abord et avant tout ça. Je suis très heureux qu'on puisse faire ce lancement en ligne et je suis très heureux qu'on puisse se voir, mais je serais évidemment encore plus heureux si on pouvait tous être à Euratech, dans ce lieu magnifique qui incarne l'innovation dans les Hauts-de-France, et si on pouvait déguster quelques spécialités locales à base de houblon. Voilà, moi, ça me manque, ça. Mais bon, on voit bien que dans ce contexte-là, le numérique permet de faire des choses, mais demain, j'espère qu'on continuera à faire des choses ensemble, y compris et surtout si on a des occasions de se voir en vrai. Évidemment, on aura des occasions de se voir en vrai prochainement, on espère tous, et évidemment, il y aura du houblon. Je crois qu'il y a toujours du houblon quand il y a une réunion du collectif EdTech qui se réunit. Tu nous as fait une transition parfaite, on a compris, c'est une dynamique qui vient des entrepreneurs, mais qui est soutenue par les collectivités, qui est vraiment portée aussi par les territoires. Et tu as fait le lien, évidemment, avec Euratechnologie. Je vais laisser la parole peut-être à Yann Kervarek, directeur des programmes à Euratechnologie. Yann, je crois que tu as suivi, tu as parrainé la naissance du collectif. Depuis 11 ans à Euratech, vous êtes précurseur de l'incubation des projets tech en région. Et jusque-là, en même temps, les technologies qui sont utiles à l'éducation, à l'enseignement, on ne les avait pas encore structurées autour d'un accompagnement des sujets de la tech pour l'éducation et la formation. On a quelque chose à faire là-dessus? Oui, évidemment. Merci de me donner la parole sur le sujet. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très important déjà aujourd'hui, marquer la naissance de l'association EdTech Hauts-de-France. Je suis très heureux d'être avec vous sur le sujet. Après des meet-up, et certains qui ont pu se faire à technologie, des rencontres aussi entre entrepreneurs, entre personnes qui ont envie de faire bouger aussi les lignes. Et c'est vrai que la technologie et le fait de pouvoir faire émerger de nouvelles technologies dans ce secteur-là, c'est important. C'est important. Il y a l'aspect technologique, mais il y a l'aspect savoir aussi qui est hyper important. Puis il y a l'aspect business model qui est aussi un vrai sujet pour pouvoir avancer sur l'ensemble des thématiques. Et nous, on est vraiment là pour essayer de faire en sorte de favoriser les échanges, de faire en sorte que les projets puissent émerger, qu'on puisse aussi répondre aux besoins des entreprises, puisqu'il y a aussi un aspect qui est fort, c'est l'ensemble des métiers qui sont sous tension aujourd'hui et sur lequel il faut aussi trouver des solutions. Et c'est en ça aussi où le lancement de l'initiative et de l'association EdTech Hauts-de-France est hyper importante, puisque vous le savez peut-être, mais on lance le campus de l'innovation qui s'appelle Winov dès l'année prochaine, avec justement l'idée d'accélérer sur la partie émergence de projets autour de la tech, autour de la HRTech. Et c'est là où ce collectif, le fait qu'on commence à devenir nombreux à se poser beaucoup de questions et aussi à vouloir faire avancer les choses, ça prend énormément de sens sur la formation, sur le fait de faire émerger ces startups, le fait de faire en sorte qu'elles vont s'accélérer. Et j'ai envie de vous dire aussi, vous donner un peu un rendez-vous. Ce campus de l'innovation qui démarre dès l'année prochaine, on va faire une press room le 10 décembre. Et le 10 décembre, évidemment, l'association EdTech Hauts-de-France a toute sa place, mais aussi tous les acteurs qui souhaitent faire en sorte de faire bouger les lignes en termes d'entrepreneuriat, en termes de formation, sur l'ensemble des sujets qui sont liés à la tech et au numérique en général. Merci pour ce premier rendez-vous, Yann, que tu nous donnes. Donc, j'ai noté que le 10 décembre, il y aura un gros sujet et que le collectif EdTech était le bienvenu dans cette présentation, dans cette nouvelle dynamique qui va amener Euratechnologie à vraiment s'intéresser à toutes ces
à toutes ces innovations autour de la formation, de l'éducation. Chris, je crois que du coup, toi aussi, tu auras noté le rendez-vous. Chris, toi, tu es changemaker chez Trésorium, mais surtout président de ce collectif EdTech Hauts-de-France. Depuis plusieurs années, tu connectes les acteurs. Pourquoi ce collectif? Pourquoi l'initiative? Bonjour à toutes et tous. À la base, c'était avec un autre entrepreneur qui s'appelle Cédric Lambourg, auquel je rends hommage et qui est maintenant là sur Lyon. Mais en tout cas, on a décidé de contacter Rémi. Et là, ça a été le début d'une belle aventure, hein, une belle histoire, une romance d'aujourd'hui. Ne dis pas tout quand même. Gardons un peu notre jardin secret, Chris. Mais en tout cas, voilà, il était une fois les EdTech en Hauts-de-France et voilà, ça a démarré par une première soirée en mai 2019 à Euratechnologie. Et on a été surpris de l'engouement que voilà, le meet-up avait suscité et ça s'est jamais démenti depuis. Voilà, aujourd'hui, on est même plus d'une centaine de participants sur ce live. Et puis voilà, on a décidé de nous structurer et vraiment de créer l'association donc en octobre, donc c'est tout frais, avec l'aide aussi d'un noyau dur, notamment d'entrepreneurs, un bureau qui est constitué de membres voilà, de valeur et que je remercie aussi de s'être beaucoup impliqué dans l'organisation de ce webinaire. Alors, il y a Aude Allard d'Euratechnologie, qui est trésorière, Sophie Timmerman, qui est secrétaire, Déborah Potel, Olivier Lefebvre, qui vont aussi intervenir aujourd'hui. Et puis, nous avons aussi Guylain Dominé de Go With You et Pascal Chaumette d'ID6, voilà, qui nous écoutent. Et en tout cas, je profite aussi pour saluer toute la famille EdTech en France, hein, qui sont aussi présents aujourd'hui. Donc, les EdTech Grand Ouest avec notamment Yannick qui nous a aidés à la création de notre association, EdTech Lyon, EdTech Normandie, EdTech Occitanie et puis aussi le SPN de Nouvelle-Aquitaine. En tout cas, voilà, c'est aussi une famille. Et puis, plus qu'une association, c'est aussi une communauté d'acteurs voilà, qui partagent une vision commune, désirable, en tout cas, d'un territoire qu'on veut apprenant et inclusif. Voilà, c'est vraiment le motto, un territoire régional, apprenant et inclusif, et en quoi justement les nouvelles technologies peuvent y contribuer. Et puis là, c'est aussi des valeurs communes qu'on partage dans le collectif, donc une culture entrepreneuriale qui est très forte, on est des entrepreneurs, la réciprocité entre acteurs qui donnent autant qu'ils reçoivent, une vision sociale des EdTech, c'est-à-dire c'est l'humain d'abord avant la technologie, et puis une ambition territoriale parce que le 21e siècle sera celui du territoire et du local. Et le tout, voilà, comme tu l'as rappelé Rémi et Mickaël, une ambiance très conviviale, sans prise de tête, ouverte et bienveillante, et c'est ça ce qui va nous caractériser. C'est évident, ce sont les valeurs du Nord. Voilà. Et puis derrière, voilà, c'est des hommes et des femmes qui poursuivent leur rêve de pouvoir justement rapprocher la vision qu'ils ont des EdTech avec la réalité. Et voilà, on va les écouter aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est vrai que dans le contexte inédit qu'on connaît, hein, de reconfinement, de crise sanitaire, c'est vrai que c'est le moment là, des acteurs de la EdTech qui sont en première ligne pour accompagner les mutations profonde de la société. On parle de nécessité d'assurer la continuité pédagogique à l'école, de l'enseignement et la formation à distance, la transformation digitale des organisations, la lutte pour l'inclusion et contre l'électronisme. Donc c'est vrai que c'est quelques exemples de défis auxquels on souhaite répondre et je suis convaincu en tout cas que les EdTech apportent quelques solutions nouvelles afin de permettre à chacune et chacun, quel que soit finalement son âge, de continuer à apprendre, à se former. Et donc voilà, j'espère que ce webinaire, ça permettra aussi d'illustrer ce propos et de permettre d'anticiper et de comprendre le rôle essentiel que peut jouer en tout cas la technologie, notamment numérique, au service de l'éducation et de la formation tout au long de la vie dans notre belle région. Merci Chris, merci pour cette première intervention et on te retrouvera en toute fin de séquence pour que tu nous expliques un peu la suite qu'on pourra donner à tout ça et comment des acteurs pourront rejoindre ce collectif. Je vous propose peut-être de passer tout de suite à la première table ronde. Je vous avais promis à Kim, je crois qu'il nous rejoindra un tout petit peu plus tard, mais voilà, passons tout de suite à une première table ronde. On va parler de K12, on va parler d'éducation et de EdTech. Alors, pour cette première table ronde, EdTech et l'école, je vais accueillir Joëlle Coteny, vice-présidente du département du Nord en charge des collèges et de l'éducation.
Sophie Timmerman, cofondatrice d'Oriente-toi, créatrice de solutions d'orientation agile et numérique, mais surtout, tu l'as rappelé, Chris, secrétaire du collectif. David Detef, délégué académique au numérique éducatif au rectorat de Lille, et Minaj Selvam, CEO de Cantu, qui travaille sur des solutions d'apprentissage en milieu scolaire, notamment pour les élèves atteints de troubles 10. Bienvenue à tous les quatre, merci de nous rejoindre. Peut-être premier mot et première parole pour Joël Coteny. Bienvenue Joël, donc je le disais, vous êtes vice-président du Conseil général du Nord en charge des collèges et de l'éducation, membre également de l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications. Alors, les collèges, le département, je crois que c'est 140 000 collégiens que vous accompagnez et vous avez mis en œuvre au département un plan d'action ambition numérique. Oui, bonjour à tous. Merci de m'accueillir pour ce lancement de EdTech Hauts-de-France, qui est une juste et intelligente déclinaison de tout le travail qui est fait déjà dans le cadre de EdTech France. Vous êtes déjà des acteurs et des partenaires avec qui nous travaillons déjà depuis un moment et tout notre écosystème est extrêmement engagé avec vous dans cette démarche du territoire apprenant au service de nos élèves, mais aussi au service des familles et surtout au service des territoires. Parce que je pense que le numérique, c'est une vision globale de ce que nous voulons pour nos territoires en matière de numérique. Là, en l'occurrence, il s'agit du numérique éducatif, mais ça doit intégrer une vision globale de l'orientation du numérique dans sa globalité au niveau des territoires. Vous savez qu'en France, nous avons à ce jour à peu près 13 millions de personnes qui sont éloignées du numérique, dont à peu près 1,2 million dans les Hauts-de-France. Nous avons également à peu près 85% des emplois de 2030 qui n'existent pas aujourd'hui, qu'il va falloir créer, donc une très grande partie d'ailleurs seront issus du numérique, avec donc à partir de ces simples constats plusieurs enjeux. Tout d'abord, un enjeu économique, bien sûr, un enjeu de création de ce secteur qui doit aller vers une expansion, bien sûr. Un enjeu aussi d'orientation pour les filles, notamment un travail de mixité dans ces métiers du numérique, donc ce à quoi nous nous attelons dans différentes actions, et notamment avec notre participation avec l'événement Numériquel qui démarre d'ailleurs ce vendredi à Lille. Un enjeu d'inclusion et numérique, vous l'avez dit, et c'est aussi quelque chose d'extrêmement important, avec un numérique bien sûr accessible à tous. On sait très bien qu'aujourd'hui c'est un service indispensable, la crise l'a bien démontré, et tous ces outils-là doivent être également un levier d'insertion sociale et d'insertion économique. Alors l'objectif bien sûr c'est quoi? C'est de développer les compétences au service de la société de demain, au service du monde professionnel du 21e siècle, et c'est donc un véritable enjeu pour la nouvelle génération. Alors, il est vrai que nous, ça ne date pas d'hier, notre engagement dans cette ambition numérique, ça date de plusieurs années, dès, je dirais, le début de notre arrivée en 2015, puisqu'à l'époque, dans le cadre d'un projet COCON, qui était à l'époque un projet du président de la République François Hollande à l'époque, le projet COCON, projet Collège Connecté, eh bien, il y avait un certain nombre d'équipements qui étaient donnés dans différents collèges. Il s'agissait d'une dizaine de collèges dans le Nord à l'époque, et vous l'avez rappelé, nous avons quand même 285 collèges dans le Nord, 140 000 collégiens, donc beaucoup de travail. Et il s'avère que ces équipements qui avaient été donnés à l'époque, eh bien le bilan avait été plutôt défavorable puisqu'ils n'avaient pas atteint du tout aucun objectif attendu. Et de ce fait-là, il a fallu réfléchir. Que voulions-nous apporter en termes de numérique éducatif? Donc on est parti tout simplement du territoire, une logique de territoire, une intelligence que les territoires ont dans leur réflexion, et à partir de là, il faut bien comprendre qu'il faut qu'il y ait des facteurs de réussite qui soient véritablement implantés dès le départ à toute politique du numérique, au service notamment de la communauté éducative. En premier lieu, il s'agit de faire en sorte que les territoires, urbains ou ruraux, soient connectés ou soient connectables, parce qu'il n'y a aucune utilisation possible de tous ces outils si vous n'avez pas de territoire connecté ou connectable. C'est-à-dire que faire en sorte que l'infrastructure des réseaux, qui est indispensable, soit de qualité également en matière de haut débit, très haut débit. Donc vous savez qu'il y a le plan France très haut débit, vous avez le New Deal mobile, enfin voilà, tous ces dispositifs nationaux, gouvernementaux, et qui font en sorte que les territoires soient correctement connectés. Et c'est la base pour pouvoir déployer un numérique qui soit efficace.
Ensuite, il faut que les outils que nous allons donner dans les établissements soient adaptés. C'est pour cela que nous, au niveau du département du Nord, eh bien, le choix a été fait de partir des besoins et des attentes des territoires, et en l'occurrence des collèges. Donc, c'est une nouvelle approche territoriale pour faire en sorte que, eh bien, nous sommes partis tout simplement des projets des équipes pédagogiques par un appel à projet qui a démarré dès 2018. Et la première année, il y a une soixantaine de projets tout de suite qui ont été mis en place petit à petit. Et nous allons là démarrer en début d'année 2021 l'appel à projet numéro 2. Et ça peut aller d'un projet, un Fab Lab, une classe 3C, une biode, enfin voilà, vous avez plein d'éléments intéressants, divers et variés, mais en partant véritablement des besoins des territoires. Tous ces projets-là sont accompagnés, notamment nous avons fait un séminaire à la Pleine Image, avec des échanges d'expérimentation, des échanges d'idées, des échanges de solutions, et tous ces partages-là permettent vraiment de fédérer tout ce petit monde, à la fois de la tech, des acteurs locaux, mais aussi de l'éducation nationale, qui est extrêmement partenaire en la matière, et on le voit bien avec les enjeux actuellement dont on entend beaucoup parler, et dont nous aurons les conclusions là depuis hier et encore aujourd'hui en matière des états généraux du numérique éducatif. Donc ça, ce sont des choses que nous suivons extrêmement de près. La crise, bien évidemment, a fait malheureusement, a révélé des accélérations certes, mais aussi beaucoup d'inquiétudes. On voit que cette crise et cette période de confinement a révélé l'importance de la maîtrise du numérique avec cette massification d'usage. Ça a révélé aussi la capacité de mobilisation qui a été très forte et très rapide de la part de nombreux acteurs, mais ça a fait en sorte aussi malheureusement de voir toute cette inégalité d'utilisation des outils, inégalité de culture du numérique et inégalité aussi des territoires par rapport à cette utilisation et à ces usages. Donc à partir de là, nous avons fait en sorte de pouvoir, avec de nombreux acteurs, que ce soit des associations, des centres sociaux, pour la formation notamment, des opérateurs et autres, de pouvoir accompagner un certain nombre d'élèves, de familles et d'établissements pour les aider à se connecter, pas seulement en donnant des équipements, mais aussi en faisant en sorte que ces équipements soient utilisables de façon intelligente, c'est-à-dire un abonnement, une carte SIM ou une clé 4G, des choses de ce type-là, parce qu'il est vrai que si vous donnez une tablette avec ni mode d'emploi, ni l'outil qui va correspondre pour une bonne utilisation efficace et efficiente, ça n'a aucun intérêt. Donc, la réflexion, elle doit vraiment aller jusqu'au bout. Et à partir de là aussi, nous avons anticipé depuis quelques mois pour malheureusement cette deuxième période qui n'est pas forcément très simple pour tout le monde, en constituant un stock de matériel mobile avec des accès 4G en prêt pour pouvoir continuer à accompagner correctement les élèves et les familles. Merci. Alors c'est vrai aussi simplement pour terminer, ce travail du numérique doit aussi s'accompagner en parallèle d'une réflexion sur tout ce qui est de démarche écologique, de transition écologique, de transition avec toutes les questions, parce que c'est aussi un monde de défiance, ce monde du numérique. C'est un monde qui génère beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de questionnements et quelques inconvénients, notamment toutes les problématiques liées à l'environnement, toutes les problématiques qui sont également liées au budget des collectivités, parce que souvent on demande aux collectivités de payer et nous avons aussi des budgets qui sont quand même assez contraints, surtout dans cette période de crise économique qui est extrêmement difficile et extrêmement longue dans le temps, avec peu de visibilité malheureusement, et donc toutes ces contraintes-là, elles doivent être prises en considération aussi. Donc une transition numérique accompagnée d'une transition écologique, avec aussi un respect du cadre et des contraintes budgétaires. En gros, l'ambition. Joël, pardon, je vous laisse 2 mots pour conclure. Je suis obligé de vous couper, mais on a beaucoup d'intervenants et un programme super serré. Mais je vous laisse conclure et peut-être aussi dire en tant que bonne fée ce que vous souhaitez à l'association qui est du coup dans le berceau là aujourd'hui.
Alors, la petite fée clochette que je serai donc pour vous aujourd'hui, simplement vous dire que voilà, le département du Nord vraiment croit en l'intelligence des territoires, hein, pour apporter bien sûr les meilleures solutions en matière de numérique éducatif et d'inclusion numérique. L'association que vous représentez, EdTech Hauts-de-France, elle a toute sa place bien sûr pour répondre à ce défi collectif ambitieux, hein, auquel nous serons bien sûr ravis de collaborer et de partager avec vous tout cela. L'ambition aussi de notre territoire, c'est d'être un territoire expérimental. Vous l'avez bien compris, nous osons, nous innovons, nous sommes force de proposition dans le cadre notamment de tous ces appels à projets. Notamment, nous avons eu 2 appels à projets BIOD, le pass numérique aussi qui vient d'être reconnu chez nous. Voilà, nous avons tout un écosystème local extrêmement riche et nous sommes vraiment contents de pouvoir bien travailler, avancer avec vous dans cette ambition pour nos territoires et en l'occurrence pour le département du Nord. Et nous souhaitons vraiment ensemble pouvoir avancer et apporter mieux encore pour lutter contre ces fractures des territoires, des citoyens et faire en sorte que ce territoire, avec vous et grâce à vous, soit véritablement un territoire apprenant et force d'innovation pour les autres territoires. Un grand merci. Merci à vous. Merci pour cette intervention. On va laisser la parole à Sophie Zimmermann, qui ne sera pas moins dynamique et moins volontaire dans son intervention, j'imagine, secrétaire, oui, je le disais, de l'association EdTech Hauts-de-France. Sophie, et tu es aussi cofondatrice d'Oriente-toi, qui est un outil ludique d'aide à l'orientation. Alors, start-up et monde scolaire, on pourrait avoir l'impression que ces mondes ne se parlent pas. Voilà. Comment, avec le collectif, vous voyez les choses, vous? Nous essayons donc de trouver des solutions et nous avons fait une constatation, c'est que nous avons tous le même but. Nous voulons tous être utiles donc au système éducatif et au système de formation. Pour ça, il faut nous faire connaître. Donc nous avons tous les entrepreneurs du monde EdTech, on a tous des propositions de valeur qui sont intéressantes pour les utilisateurs. Et il est vrai qu'il n'est pas toujours évident de se faire connaître et de se faire reconnaître par le système. Alors en effet, Joël l'a dit, hein, il y a des appels à projets, etc. Les dispositifs sont longs et des fois complexes administrativement et prennent du temps. On est des entrepreneurs de terrain et la force du collectif, ça va aussi être de pouvoir s'associer, de pouvoir faire les choses ensemble et d'être plus forts tous ensemble pour pouvoir justement alléger toutes ces procédures qui peuvent paraître un peu complexe administrativement, des fois à gérer pour nous, entrepreneurs de terrain. Et donc notre collectif, il a en effet pour but d'intégrer l'ensemble des technologies innovantes et des systèmes innovants pour tous les utilisateurs. Et donc oui, justement, donc tu parles des utilisateurs. Quel est le lien avec les utilisateurs? Comment vous les intégrez dans toutes ces démarches? Alors, justement, on est, alors, pour faire un constat, on est tous des anciens élèves, donc on a tous été utilisateurs du monde du système éducatif. Et après, pour certains, on est tous déjà acteurs du monde et utilisateurs du monde de la formation et de la formation professionnelle. Et pour beaucoup d'entre nous, on est aussi parents d'élèves, donc confrontés aux besoins de EdTech de nos enfants. Donc l'ensemble des partenaires du collectif font tout pour créer des innovations numériques qui sont au plus proche du terrain et au plus proche des utilisateurs. On a vraiment une approche de façon agile et tournée, alors ce qu'on va appeler l'UX, hein, mais l'expérience utilisateur, elle est importante pour nous. Et on crée donc des systèmes agiles. Alors en effet, on a des systèmes avec des cahiers des charges inversés, l'inverse un petit peu du système actuel, et on valide à chaque étape en fait nos process, nos prototypes pour pouvoir être sûr d'apporter la bonne réponse à l'utilisateur de façon très rapide. Ce ne sont pas des systèmes qui sont habituels dans le monde, on va dire, de l'administration et dans les systèmes de financement en général, et c'est pour ça aussi qu'on a créé ce collectif, et on espère qu'on va justement pouvoir répondre tous ensemble aux différents appels à projets et aux différents dispositifs innovants qui vont nous permettre de permettre aux utilisateurs d'utiliser nos solutions. Donc de beaux projets, mais de grands défis aussi d'intégrer cette dimension utilisateur, hein, et y compris dans le monde scolaire. Alors justement, je vais laisser la parole à David Detève. David, il est délégué académique au numérique éducatif pour l'Académie de Lille, conseiller auprès de Madame le recteur
sur ces questions. David, en 2 mots, c'est quoi le numérique éducatif à l'Académie de Lille? Et puis, quel intérêt pour l'Académie peut-être de savoir qu'il y a désormais un collectif en région Hauts-de-France? C'est quoi les intérêts là pour l'Académie? Ouais. Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être parmi vous. Alors, dire ce qu'est le numérique éducatif en 2 mots, c'est un tout petit peu compliqué. Je vais me permettre 4 en fait. Pour définir le numérique éducatif, moi j'identifie 4 piliers. Le numérique éducatif, c'est avant tout un levier au service des apprentissages parce qu'on est persuadé que les outils, les ressources numériques peuvent véritablement aider les élèves à apprendre et à mieux apprendre parce que ça favorise la mise en œuvre de modalités d'enseignement plus efficaces. Ensuite, le numérique éducatif, c'est aussi, et on le sait bien, un ensemble de compétences nouvelles qu'il nous faut développer chez les élèves. Ces compétences qui vont leur permettre d'apprendre, de travailler, de s'épanouir. Et pour cela, ils doivent maîtriser des compétences qui leur permettent de publier, communiquer, s'informer, se protéger. Et j'en passe. Et ça, on le développe aussi actuellement avec la mise en œuvre de la plateforme PIX et de la certification des compétences numériques des élèves. C'est aussi, 3e point, une culture, je pense, une culture, parce qu'on parle maintenant de plus en plus de culture numérique, de littératie numérique, et cette espèce de culture qui traverse la société et qui bouleverse un petit peu nos modes de fonctionnement et de pensée, et aussi d'exercer notre citoyenneté. Et puis enfin, le numérique éducatif, je pense que c'est un déclencheur de nouvelles modalités de travail, de relations entre les personnes, et on le voit bien avec le confinement, tout ce que ça a créé et bouleversé, et puis de nouvelles modalités d'apprentissage. Donc, on est persuadé, nous, que le numérique peut aider à améliorer le fonctionnement général de nos organisations en jouant sur les paramètres tels que les temps, les lieux, les relations. Voilà, ça déclenche des transformations. Et notre but à la délégation académique au numérique, c'est d'aider l'ensemble des usagers, que ce soit les élèves, les enseignants, les administrateurs, les cadres, mais aussi les familles, elles ont été citées, à s'approprier tous ces outils, en partenariat évidemment avec l'ensemble des acteurs et aussi spécifiquement avec les collectivités. Madame Coteny l'a rappelé. Donc nous, on a évidemment effectivement un intérêt très fort à ce que le collectif EdTech soit dynamique, à ce que les sociétés des nouvelles technologies soient dynamiques en région pour pouvoir produire des ressources pédagogiques et des outils numériques intéressants pour l'enseignement. Et on accompagne aussi toutes ces transformations, ces productions d'outils et de ressources. Il y a un certain nombre d'expérimentations que l'on accompagne et qui sont en œuvre dans l'académie, notamment autour des programmes d'investissement d'avenir et de l'intelligence artificielle, mais il y en a d'autres. Donc voilà pourquoi on voit un très grand intérêt à ce que ce collectif fonctionne. Et puis, dernier point peut-être, je pense que ça a été rappelé, hein, la EdTech, c'est aussi les emplois de demain, et on a tout intérêt, nous, dans l'éducation nationale, à ce que cette filière soit forte et qu'elle crée un maximum de débouchés pour nos élèves. On forme beaucoup d'élèves à ces métiers du numérique, et ils ont tout intérêt à pouvoir à la fois se former, peut-être y compris en alternance avec les entreprises, mais aussi à trouver des débouchés. Donc voilà, et je trouvais que la définition, enfin ce que Chris a dit tout à l'heure, l'idée d'avoir un territoire apprenant et inclusif, moi ça me va tout à fait. Bon, super. En tout cas, on a compris qu'il y avait un intérêt pour ce que vous faites aujourd'hui à l'Académie, mais que finalement la vision elle était aussi plus lointaine. Hein. Finalement, si on soutient aujourd'hui une filière EdTech forte, demain on crée aussi peut-être des emplois pour les jeunes, les scolaires qui sont accompagnés aujourd'hui dans leur parcours. David, t'es du coup encore une autre fée autour du berceau. C'est quoi tes souhaits pour l'association à toi? Alors, je sais pas, moi je dirais que si je dois lui souhaiter quelque chose, si je peux revêtir l'habit d'une bonne fée, je vais lui souhaiter de ne pas se piquer sur un fuseau et de rester complètement éveillée, dynamique et active, même quand elle aura passé son 15e anniversaire. Ça marche. Écoute, merci David en tout cas pour ton intervention. On va passer la parole à Minash Selva. Minash, elle est CEO de Cantu, et Cantu, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une start-up qui développe des outils éducatifs pour les troubles 10 et les logiciels pour l'école, pour ces scolaires qui sont atteints de troubles ou de quelques difficultés un peu particulières. Bonjour Minash. Bonjour.
J'espère que tu vas bien. Merci d'être là. Alors, on pourrait penser parfois que la tech intégrée dans tout ça, c'est des innovations dans le monde scolaire, mais que c'est un peu gadget. Voilà. Comment toi, tu vois les choses? Comment avec Cantu, vous avez retourné le problème pour que ce soit un vrai outil d'inclusion? Oui, alors moi, je suis convaincue que les numériques ont un rôle crucial dans l'insertion des élèves en situation de handicap, parce que ces outils, en fait, ça permet à l'école, enfin au système, de mieux intégrer ces élèves, surtout en pouvant leur donner de l'autonomie. Donc, nous, avec Cantu, on a un outil en fait dédié aux troubles 10, à tous les enfants qui ont des troubles d'apprentissage. Et en fait, avec notre outil, on veut justement permettre à l'élève de fonctionner différemment. Et tout ça, c'est grâce au numérique. Donc, je donne un exemple. Un élève qui a atteint de dyslexie, qui a une difficulté de lecture, avec la synthèse vocale, en outil numérique, on peut le faire écouter le texte au lieu de le lire. Donc, en fait, avec cette façon de fonctionner différente, on donne à ces élèves les bons outils pour qu'ils puissent réussir le programme scolaire. Et ça, d'une façon qui rentre bien dans le système actuel. Donc, comme tu disais tout à l'heure, aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils un peu gadgets, mais il est aussi possible d'utiliser le numérique comme un vrai outil d'insertion et aussi un outil de compensation de handicap. Ça marche. Merci Minej pour cette expression, cette approche vraiment particulière, mais qui est une belle illustration aussi de ce que la tech peut faire dans le monde scolaire. Alors, encore une bonne fée, Minej, tu as la tête d'une bonne fée, tu as la baguette magique. Qu'est-ce que toi, tu souhaites au-dessus du berceau de l'association EdTech Hauts-de-France? Alors, moi, en fait, je suis une bonne fée. Ce que je souhaite faire, c'est changer complètement les mentalités pour que, au début, tu disais que les startups et écoles, c'est quelque chose qui ne matche pas forcément. Et en fait, je veux qu'on change ça et qu'on dise, l'école, c'est un endroit de changement, c'est un endroit de technologie, parce que c'est, comme on disait, l'économie de demain. Écoute, ça y est, la poudre est sortie de la baguette, c'est arrivé sur le berceau et on n'a plus que ça à souhaiter à l'association, à tout ce collectif et à tous ces entrepreneurs aujourd'hui qui développent des solutions, qui poussent des idées et qui n'ont qu'un souhait que de travailler du coup pour le bien commun et pour que ce territoire, on va le redire, soit un territoire numérique inclusif et apprenant. Merci Minej. On va retrouver Hakim Moural qui nous a rejoint, qui va pouvoir nous dire quelques mots. Bonjour Hakim. Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous. Alors Hakim, tu es conseiller métropolitain délégué à l'aménagement numérique, à l'innovation, aux filières numériques, à la cybersécurité, aux nouvelles technologies, j'arrive pas à tout dire, mais en gros tu es le monsieur numérique, notamment à la métropole européenne de Lille. Je sais que les questions d'inclusion numérique, le numérique pour tous et le territoire apprenant numérique, ça te tient à cœur. Concrètement, la naissance de l'association dans la région Hauts-de-France, c'est un nouvel outil pour tout ça? C'est d'abord une très bonne nouvelle. Donc, je salue les équipes de EdTech France et EdTech Hauts-de-France qui arrivent. Donc, c'est une très bonne nouvelle. C'est une naissance qu'on attendait à plusieurs titres. D'abord, pour nous, pour moi, dans les fonctions qui sont les miennes, il y a deux choses. Il y a les technos, les applications, la modernité de l'ensemble des services, quels qu'ils soient, mais il y a aussi les gens qui vont les utiliser. Et pour tout ça, il faut qu'il y ait une relation qui soit liée à l'intérêt général et deuxièmement au progrès social. Ça, c'est un enjeu fondamental. Alors, dans tout le travail qu'on mène depuis des années au niveau local et national, on s'est toujours dit, de toute façon, usager centré, c'est un terme qu'on a surrépété, qu'on renvoie tout le temps, mais ça veut dire quoi? Et hier, je présidais le Conseil métropolitain du numérique où Carlos Moreno nous évoquait qu'il fallait être humano-centré. En fait, il a raison, c'est plutôt ce terme-là, humano-centré. Mais pour être humano-centré, il faut aussi, dans le cadre du numérique, être sur une approche qui soit une approche de confiance numérique. Et ça, c'est fondamental. Une forme d'approche d'éducation populaire dans les techs qui est aujourd'hui pas assez développée. Évidemment,
sur la confiance numérique, on y met la médiation numérique et on a beaucoup travaillé en région, dans la métropole et au niveau national, ça émerge fortement sur la question de l'accompagnement des plus fragiles, de l'ensemble des populations. Et ça, c'est vraiment un chantier important sur lequel on travaille avec les opérateurs, d'ailleurs que je vois pour la plupart cet après-midi. Il y a aussi le travail de la confiance numérique sur le web, c'est-à-dire d'éduquer les plus jeunes mais les plus fragiles en général sur la dangerosité d'une approche sectaire qui peut amener les personnes fragiles à dériver. Mais c'est aussi la fausse souffrance numérique. On parle de harcèlement scolaire par le numérique, par les réseaux sociaux. C'est aussi un acte important qu'on doit nous développer dans nos axes stratégiques. Et enfin, évidemment, c'est de faire du numérique une chance pour la formation, une chance pour l'emploi, une chance pour écrire des parcours personnels qui soient des parcours valorisants et des parcours utiles d'ailleurs au reste de la société. Et c'est vrai que c'est un chantier extraordinaire. Et je ne parle même pas dans tout ça de la question de la sécurité numérique, où il faut expliquer aux gens de quelle manière ils se protègent dans l'espace web. Et donc, ce que vous allez faire est absolument fondamental. On ne réussira pas un numérique inclusif ou un numérique qui permet de changer les services à la population sans que la population elle-même ait les armes et les outils pour mieux comprendre leur espace web et leur espace digital. Et ça, c'est vraiment le chantier fondamental qui va être le mien pendant d'ailleurs 6 ans, pour les 6 prochaines années sur la métropole, et qui, j'espère, va profiter de votre compétence et votre expertise. En tout cas, à titre personnel, je suis vraiment très heureux. En plus, Chris, qui va s'occuper de ça, que je connais bien, démontre que ça va être de grande qualité. Mais à titre d'élu, je trouve que c'est un maillon de la chaîne fondamental qui aujourd'hui naît. Voilà pour moi, mes amis. Merci Hakim. Et du coup, en tant qu'élu, quel est ton souhait, l'élu bonne fée, qu'est-ce qu'il souhaite à l'association? Moi, je souhaite que l'association, très rapidement, devienne une sorte d'incubateur qui intègre l'intelligence collective dans une approche stratégique pour permettre de faire remonter le besoin du territoire, tant dans l'éducation, dans le numérique éducatif, que ce soit dans l'inclusion numérique. Je pense qu'on a vraiment besoin d'un maximum d'acteurs en la matière. Et donc, si je devais souhaiter quelque chose à EdTech Hauts-de-France, c'est que vraiment, ça devienne l'espace qui permette de porter l'éducation populaire sur l'espace numérique. Allez, c'est noté, on croise les doigts, on part là-dessus, on croise même pas les doigts, on sait que ça va marcher. Mais merci en tout cas pour ton intervention et tes mots d'encouragement, Hakim. Ouais, je vous propose qu'on passe à la table ronde suivante, à notre thématique suivante, l'enseignement supérieur et la recherche avec la EdTech. Donc, j'accueille Daniela Tchana de Bismart Edu, Vincent Six, directeur de la Transfo Digital chez Junia, qui est le nouveau nom de InCrea, Déborah Botel, responsable du K-Center à la Schema, et Dorothée Allier-Van-Uxem de l'Université de Lille, responsable du partenariat et de la valorisation de la recherche. Mais peut-être un premier mot, la première parole donc pour Daniela. Daniela, donc, tu es CEO de Bismart Edu, qui est un acteur de l'éducation. Vous faites des classes prépa scientifiques complètement en ligne. Bienvenue Daniela. Globalement, quand on fait des classes prépa scientifiques en ligne, globalement, les outils tech au service du projet, c'est essentiel. Comment est-ce que vous avez fait pour créer tout l'environnement nécessaire au projet Bismart Edu? Bonjour, merci de me passer la parole. Déjà, je suis contente d'être là parce que j'ai assisté à plusieurs réunions avec EdTech Hauts-de-France, avec Chris. Et donc, du coup, c'est très bien cette initiative en fait de lancement. Pour la création de Bismart Edu, il faut voir qu'on avait d'abord déjà, je peux dire, cette opportunité, ce privilège d'avoir un CTO qui était vraiment dans le développement des nouvelles technologies, qui s'y connaissait déjà assez bien. Et donc, nous avons, dans un premier temps, nous sommes lancés dans le vide. Donc, on a commencé à concevoir des solutions en
avec un cahier de charge concernant, on avait comparé avec ce qui se faisait déjà sur des plateformes telles que Moodle et tout, qui sont utilisées pour du présentiel. Et pour nous, le but, c'était d'avoir une plateforme qui correspond à tout un accompagnement complètement dématérialisé. Donc, il fallait qu'on se pose des objectifs, qu'on essaye de s'imprégner du besoin d'un étudiant qui suit des cours à distance pour concevoir cette plateforme. Et on s'est fait également aider par des solutions qui existent déjà pour compléter notre système. Donc, c'est un peu un tout. C'est un développement interne, mais avec l'appui des outils externes. Ça marche. Et donc, tu l'as dit, hein, vous êtes du coup utilisateur de technologies de l'éducation, de EdTech, mais aussi du coup contributeur de nouvelles solutions que vous avez développées en interne. C'est bien ça? Oui. D'accord. Et du coup, Daniela, est-ce qu'on peut dire que la crise sanitaire, les confinements, du coup, ça n'a rien changé pour Bismart, ou alors finalement, l'action des étudiants, la compréhension des étudiants, des enseignants, du personnel support qui intervient chez Bismart, des parents peut-être, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé avec la période qu'on connaît depuis le début d'année qui nous oblige à nous réadapter? Parce que vous étiez déjà en ligne, du coup, voilà, ça a changé quelque chose pour vous? Il faut voir en fait qu'en 2017, quand on se lance, on dit on va développer la première classe préparatoire scientifique à distance. Personne ne croit à ce projet. Tout le monde nous voit comme des personnes qui vivent dans un autre monde. Et on n'a pas baissé les bras, on ne s'est pas dit le marché n'est pas favorable, les gens ils ne veulent même pas en entendre parler. On a dit on va prouver que c'est possible de tenir des cours de sup en plus supérieur scientifique à distance, donc on s'est lancé. Il fallait, je peux dire, évangéliser le public en face de nous sur de l'accompagnement dématérialisé, sur des outils qui peuvent remplacer et conserver l'interactivité des cours comme si on était dans une salle de classe classique. C'était pas facile parce que voilà, on avait l'impression que on avait des gens en face, les enseignants, les parents, les élèves, qui étaient assez réticents au concept. Avec la crise sanitaire, on a vu que tout le monde a cherché une solution dématérialisée. Nous, on était déjà prêts, ça faisait pratiquement plus de 2 ans. Et on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, quand on parle de tout ce qu'on est capable de faire, tout ce qu'on fait et ce qu'on accompagne, on a en face de nous des gens curieux. Mais comment vous avez réussi à mettre cela en place? Comment vous avez réussi à faire ceci? On n'a plus des gens qui voient en nous des extras, je peux dire, des gens vivant dans une autre planète, mais ils voient plutôt des personnes avec qui ils doivent apprendre, comprendre comment ils ont réussi à mettre de tels outils en place. Et on a plus de gens qui sont curieux, qui viennent plutôt en disant ça m'intéresse, je vois que vous faites à distance, comment vous avez réussi, comment vous mettez ceci en place, l'interactivité, les examens, comment on fait pour interagir avec le professeur, qu'est-ce que vous avez comme solution pour les travaux pratiques. Voilà, les gens viennent plus avec des questions, mais on sent que la crise a plutôt ouvert l'esprit de plusieurs personnes concernant l'accompagnement dématérialisé. Ouais, on est passé de la crainte à la curiosité, en fait. Hein. Et oui, exactement, c'est ça. Ouais, d'accord. Alors, du coup, Daniela, une bonne fée de plus qui se penche au-dessus du berceau de EdTech Hauts-de-France, du collectif. Quel est ton souhait à toi? Déjà, mon souhait, c'est qu'on puisse travailler avec les collectivités du territoire. Il faut voir que Bismart Edu, c'est une start-up ESS, donc économie sociale et solidaire. Nous, on travaille pour non seulement faire émerger une nouvelle génération de jeunes issus de quartiers, issus de régions dans les grandes écoles d'élite françaises scientifiques. Et pour cela, on a besoin d'avoir le soutien des collectivités, le soutien de notre région et d'autres régions. Et pour cela, il faudrait qu'on crée vraiment des ponts avec ces collectivités. Rémi l'a dit au début, il n'y a pas eu le soutien des collectivités ou bien du ministère pour EdTech France. Il faudrait que ces initiatives puissent naître et qu'on puisse vraiment concrétiser un accompagnement, bien un projet, je peux dire, ensemble
avec le territoire. Il faut voir que nous également, on travaille avec des fondations, on travaille avec des associations. Il serait intéressant que notre cluster, notre EdTech Hauts-de-France puisse développer les initiatives auprès des quartiers ou encore le numérique, le gap, l'écart avec ces jeunes de quartier est énorme. Donc, il faudrait qu'on rapproche le numérique avec cette population et je pense qu'on est capable de le faire au vu du dynamisme qu'il y a dans l'association. Donc, on va y arriver et je le souhaite. Message entendu, Daniela. Un grand merci. Je vais passer la parole. On fait très rapide hein, parce qu'on s'est tenu à un horaire et on va essayer de le tenir. Vincent Six, Vincent, tu es directeur de la transfo digitale chez Junia. Je vais faire simple. Junia, donc Axine Créa, HEI, Saïsen. Pourquoi les écoles d'ingénieurs s'intéressent à l'EdTech? Très bien, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être autour du berceau d'EdTech Hauts-de-France aujourd'hui. Effectivement, plusieurs raisons nous ont amenés à nous intéresser au EdTech. Nous avons d'ailleurs été la première école d'ingénieurs à signer un partenariat avec EdTech France. J'en profite pour faire un petit coucou à Rémi Chal. Et puis, on a été également lauréat d'un PIA, d'un projet investissement à venir sur l'hybridation des formations et on a pu compter vraiment sur la réactivité des partenaires d'EdTech. Les raisons qui nous amènent à nous intéresser au EdTech, il y en a au moins 5. La première, c'est qu'il y a une attente des étudiants et d'autant plus dans les écoles d'ingé où on a des étudiants qui sont quand même plutôt technophiles avec un certain attrait, mais aussi parce que il y a une variété de plus en plus importante des profils d'étudiants, puisque on a des étudiants qui viennent de partout dans le monde, des circuits internationaux, mais également de différentes voies d'admission, des admissions parallèles, mais également la réforme du bac qui vient amener pas mal de changements, donc avec des profils très différents sur lesquels il faut travailler et puis s'adapter. Ça a été dit tout à l'heure, la deuxième raison, c'est évidemment une transformation profonde de l'éducation et de l'enseignement supérieur. C'est un mouvement de fond qui est mondial. Il y a des attentes en termes de flexibilisation, d'accès aux formations, mais aussi en modalité d'apprentissage pour avoir plus de facilité ou d'engagement, mais également avoir plus de feedback pour les élèves, donc plus d'interaction. Et puis effectivement, la crise sanitaire nous amène à accélérer fortement ce mouvement, nous tous, là, acteurs de l'enseignement. La troisième raison, c'est avec mon équipe, nous on travaille beaucoup à développer l'expérience d'apprentissage. Alors on est très centré sur l'apprenant, on pense réellement que les EdTech peuvent nous aider là-dessus pour développer une meilleure expérience d'apprentissage, pour avoir une possibilité d'être plus acteur de son parcours, de pouvoir avoir des parcours personnalisés, mais également d'avoir un retour régulier sur ses performances, sur sa construction du projet pédagogique. Donc ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles les EdTech nous aident déjà, puisqu'on travaille avec des partenaires EdTech depuis déjà plus d'un an, enfin 2 ans maintenant. Et donc ça, c'est des choses concrètes qu'on est en train de faire. La quatrième raison, et notamment là sur l'association Hauts-de-France, c'est pouvoir nouer des relations de proximité. On a déjà des relations, bien sûr, avec les partenaires nationaux, mais c'est une vraie opportunité pour nous de pouvoir avoir des interlocuteurs de proximité, parce qu'on voit bien aussi l'importance de nourrir les scénarios d'usage et de favoriser l'appropriation de ces nouvelles technologies, à la fois pour les étudiants, mais également pour les enseignants, et que ce ne soit pas vu que sur une dimension purement techno, mais la dimension pédagogique prend tout son sens. Dernière raison, cinquième raison, c'est qu'on a la chance d'avoir un terrain d'expérimentation. Parler d'expérimentation, de droit à l'expérimentation, c'est quelque chose qu'on revendique beaucoup, qui je pense peut être un vrai point de collaboration entre Junia et puis les membres d'EdTech. C'est des possibilités d'expérimentation pour construire davantage les solutions, partager, et pourquoi pas aussi d'accompagner des startups, qu'ils soient membres d'EdTech ou voire même des étudiants de chez nous qui pourraient se lancer sur des créations d'entreprises autour des technologies éducatives. Voilà, rapidement ce que je... Voilà qui fait le lien avec la proposition que faisait Yann tout à l'heure que d'un prochain incubateur sur ces sujets-là. Exactement. À Euratechnologie. Merci Vincent. Vincent Labonnefay, il souhaite quoi en 2 mots?
La bonne fée, c'est effectivement que parmi les acteurs d'EdTech Hauts-de-France, il y ait des pépites qui voient le jour, évidemment, sur lesquelles on pourra collaborer et puis contribuer au développement de ces pépites. Je pense que c'est aussi qu'il soit un vrai élément de rayonnement pour la région, parce que on a quand même, on le disait tout à l'heure, un paysage et un territoire qui est assez riche en termes de formation, à la fois dans l'enseignement supérieur, dans l'éducation, mais même dans la formation professionnelle. Et je pense que le EdTech Hauts-de-France a un vrai rôle à jouer. Donc, je lui souhaite vraiment bon vent. Merci Vincent. Je vais laisser la parole maintenant à Déborah Potel, donc de la Schema Business School, responsable opérationnelle du K-Center. Salut Déborah, bienvenue. Les EdTech, la Schema, c'est pas un sujet qui date d'hier. Hein. J'imagine que les technologies, ça fait un petit moment que vous les utilisez également au bénéfice de l'enseignement de l'école, dans l'école, pardon. Tout à fait. Hein. C'est vrai qu'il y avait déjà la grande question d'animation, par exemple, des amphis, etc., quand on a beaucoup de monde. Donc, il y avait déjà une utilisation à Schema, évidemment, des solutions EdTech. Alors, par contre, on connaissait à peu près les enseignants qui aimaient bien utiliser ça, faire des expériences, pouvoir aussi les retransmettre dans le cadre du service que je dirige, le Knowledge Center. Voilà, on forme en fait les enseignants et les étudiants aux usages numériques de ces solutions. Mais donc voilà, ça tournait beaucoup sur un groupe de personnes, d'enseignants, voilà, un peu précurseurs. Et c'est vrai que, alors peut-être que je vais un peu vite, mais je vois que le temps tourne. Avec le Covid, donc le premier confinement, alors là, ça a été, voilà, ça a enclenché, tout le monde a dû s'y mettre, hein, clairement, même ceux qui étaient un peu réfractaires. Et certains y ont pris beaucoup de plaisir. Donc ça, c'était vraiment une super nouvelle. Donc voilà, on a formé beaucoup de gens à ces différentes solutions qu'on pouvait déjà mettre en place. Et puis on a profité de cet été pour justement amener des nouvelles solutions EdTech, style du WooClub, voilà, des choses comme ça, donc des gens qu'on avait rencontrés dans le cadre justement de EdTech Hauts-de-France. Et puis, il y a du coup des enseignants qui sont venus vers nous pour pouvoir justement nouvelles solutions pour rendre justement l'expérience d'apprentissage beaucoup plus agréable, et pour l'étudiant, mais aussi dans la façon d'enseigner justement de l'enseignant. Donc là, sur ce deuxième confinement, voilà, on a des enseignants qui utilisent vraiment de façon différente, donc qui sont moins bloqués en fait justement par la technologie et qui l'utilisent donc pour avoir une interaction forte avec leurs étudiants. Oui, tu m'as dit la dernière fois qu'on a échangé que intégrer tous ces outils, c'était aussi une question de formation des utilisateurs, hein, les enseignants, les personnels administratifs, les étudiants. Il y a aussi cette dimension-là qu'il faut prendre en compte. Tout à fait. Hein. Alors c'est vrai que dans le cadre du K-Center, à Schema, ça a été vraiment... on faisait déjà des ateliers, etc. Mais là, on développe une offre de formation justement pour les enseignants et également pour les étudiants, parce que, ok, ils sont pas tous, enfin, ils sont geeks, on va dire, sur les réseaux, etc. Il y a aucun souci quand ils font passer, voilà, sur d'autres outils, interagir, parce que surtout les étudiants français qui ont moins l'habitude, hein, ils ont été habitués depuis la primaire, parce que voilà, à ne plus vraiment intervenir comme ils voulaient. Donc, on a aussi créé un starter kit en fait, voilà, qui permet aussi d'expliquer aussi sur la façon de faire aux étudiants et comment bien utiliser tous ces différents outils. Donc oui, évidemment, hein, la formation, voilà, à ces outils, pouvoir découvrir l'écosystème, voilà, qu'on met en place dans une école, c'est vraiment très important. Ah, on ne t'entend plus. Eh ben oui, c'est mon micro, pardon, en tant que bonne fille. Bah oui, tout le monde doit s'habituer et se former, tu vois, aux outils, tu viens de le dire. Alors, en tant que bonne fée, moi, je souhaite vraiment bon vent à cette association, et j'espère qu'on va continuer à pouvoir échanger avec les différents acteurs EdTech, hein, à tout niveau, institutionnel, start-up, et puis les différents niveaux dans les écoles. Et puis aussi sur des échanges de pratiques et la découverte aussi de
nouvelles pépites et de donner envie en fait aux gens de s'éloigner, on va dire, de la technologie qui des fois peut être réfractaire pour certaines personnes, mais montrer aussi que justement on crée aussi des applications qui sont simples à utiliser et qui permettent une meilleure expérience d'apprentissage. Super. C'est vendu, on a bien entendu ton message. Merci beaucoup à toi pour cette intervention. J'accueille Dorothée Allier-Vanuxem, qui est responsable valorisation économique et sociétale de la recherche pour l'Université de Lille. Bonjour Dorothée. Le lien avec la recherche sur la dimension innovation, bref, en quoi la recherche universitaire peut permettre de dynamiser les innovations en EdTech. Voilà. Donc, le premier point volet sur lequel je souhaite intervenir, c'était vraiment de pouvoir contribuer à établir des ponts entre les acteurs de la recherche présents au niveau des universités et les acteurs comme les acteurs EdTech, mais également tout autre usager autour de ces enjeux EdTech comme vecteur d'innovation. Et je suis au sein d'une direction qui a vocation à créer des ponts entre ces différents mondes, entre les acteurs recherche et les entreprises, les associations, les collectivités et les usagers, utilisateurs, société civile. Et donc, comment elle peut contribuer? Elle peut être vecteur d'innovation sur le volet des contenus de ces dispositifs par rapport aux apports des nouvelles connaissances produites dans tous les secteurs disciplinaires. Elle peut également contribuer à innover sur le domaine du développement de ces nouveaux dispositifs par des approches de co-conception par l'usage, par exemple. Elle peut aussi permettre, la recherche peut permettre d'envisager des nouvelles modalités d'apprentissage grâce aux apports des sciences cognitives, mais aussi du secteur de l'infocom sur l'approche par le jeu. On peut aussi imaginer les apports potentiels des recherches dans les sciences de l'éducation en didactique. Les apports de la recherche peuvent également être intéressants sur le volet technologique même des dispositifs, si on le prend sous le volet de l'intelligence artificielle, avec tout ce qui est environnement informatique pour l'apprentissage humain, et également tout ce qui est objet connecté. J'ai par exemple eu l'occasion d'accompagner un joli projet parce qu'avant j'étais responsable du service recherche au sein d'une composante de formation qui s'appelle l'INSP, l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation. Et j'ai accompagné un joli projet qui s'appelait Volarella. Je ne sais pas s'ils font partie de la communauté qui est présente dans EdTech Hauts-de-France. Et ils avaient inventé sur l'enjeu de l'IoT la notion d'objet. Ce sont ces objets physiques connectés qui permettent du coup d'être dans une dimension EdTech d'hybridation entre l'objet tangible et le serious game virtuel. Donc derrière, on avait mis en place tout un accompagnement recherche qui était intéressant parce que derrière, l'apport de la recherche, elle peut se faire également sur la mesure d'impact de ces dispositifs EdTech, qui est très importante, l'impact des dispositifs eux-mêmes et aussi re-questionner leurs usages, l'usage à titre individuel, mais également sur les communautés d'usagers. Et puis après, un domaine qui est, je sais, très cher à Chris, c'est l'enjeu autour de l'évaluation à la fois de ce qu'apportent ces dispositifs sur le plan des connaissances, mais également des compétences, ce qu'ils permettent de développer. Eh bien, tout ça, en fait, en associant à la fois des acteurs qui développent ces dispositifs et des acteurs de la recherche, on peut à la fois aboutir à développer l'innovation dans ce secteur-là, mais également à en évaluer, en fait, l'impact et surtout à les repenser, à les re-questionner. L'enjeu de l'éthique est aussi très important. On n'a pas évoqué, mais derrière, il y a énormément de notions de data, notions individuelles, et tout ça, ça se questionne aussi par les apports potentiels de la recherche. Ça marche. Merci Dorothée. Tu m'as parlé aussi d'un sujet qui te tenait à cœur, c'est le fait qu'il faille accompagner aussi les futurs entrepreneurs. Tout à l'heure, on a évoqué la question de l'incubation, mais aussi peut-être de la formation de futurs entrepreneurs. En 2 mots, vraiment en 2 mots. En 2 mots, le deuxième volet, c'est je rejoins l'interlocuteur qui est intervenu du côté d'Euratech. Le deuxième volet, c'est l'enjeu de l'accompagnement et de la formation potentielle des porteurs de projets. Et l'accompagnement, on a au sein de l'université un incubateur universitaire qui s'appelle Créinov. Et cet incubateur peut accompagner des porteurs quand ceux-ci ont besoin d'un appui fort par la recherche. Et l'autre enjeu, c'est l'enjeu de formation autour de ces porteurs. Le domaine EdTech est très particulier. À l'image de d'autres secteurs comme le secteur tech dans le domaine de la santé. Et il y a 1 an, Eurasanté et l'Université de Lille ont mis en place un diplôme universitaire HEP
qui permettait d'accompagner des porteurs de projets qui souhaitaient monter en compétence sur le développement d'entreprises dans le secteur plutôt medtech. Et à l'image de ce DU, peut-être qu'on pourrait travailler au sein de la communauté EdTech Hauts-de-France sur une telle formation qui associe nos différentes institutions. Donc, et après, on a d'autres formations qui pourraient être associées. Je pense qu'il faut qu'on travaille. Il y aura beaucoup de groupes de travail qui se mettront en place sur l'enjeu de la formation, qu'on identifie celles qui sont déjà disponibles, à l'image d'un autre DU, Apprendre par le jeu, qui est très intéressant et qui a permis de sortir de belles start-up. Je pense à Omar, par exemple, sur le périmètre de Valenciennes, et également à Corneille, qui incubait la pleine image. Donc finalement, identifier quelles sont déjà nos forces en formation et quels sont nos besoins complémentaires à combler. Merci Dorothée. Je prends comme vœu de Dorothée, qui est donc un futur DU sur le sujet, à créer du coup avec les acteurs, avec la communauté et peut-être en lien avec Euratechno. Bonjour, je m'appelle Romain, j'ai 20 ans, je suis étudiant en 3e année à l'école Pôle 3D en spécialité jeux vidéo. Oui, quand j'étais lycéen, on a eu le droit à des tablettes à l'école. On était une classe numérique. C'était le tout début, donc on était dans une période charnière pour l'établissement. C'était un petit peu compliqué du coup, parce qu'il fallait adapter les ressources pédagogiques. Donc c'était particulier à certains aspects, mais je pense que ça m'a beaucoup apporté par la suite d'avoir l'occasion de travailler avec les outils numériques. La preuve aujourd'hui, vu que je suis parti dans un domaine qui s'en rapproche. Eh bien, l'inclusion, ça représente beaucoup pour moi, notamment par le biais de la bourse, qui permet à beaucoup d'étudiants d'avoir accès à des études qui, en temps normal, coûteraient trop cher pour eux. Et j'en fais partie, donc l'inclusion, ça me parle beaucoup. Ça me permet de découvrir plein de choses que j'aurais pas pu découvrir en temps normal, de manipuler des logiciels et des outils que je n'aurais jamais pu avoir sans ça. Et je pense que ça devrait être plus développé dans la vie de tous les jours, et notamment pour les collégiens, lycéens qui devraient avoir accès à plus d'outils numériques que ce qu'ils n'ont déjà. Alors, j'ai plein de rêves en tête pour la tech, pour le territoire. J'aimerais développer des jeux pour permettre aux étudiants d'apprendre d'une autre façon. Surtout les collégiens, je pense qu'il y a moyen d'amener l'apprentissage d'une autre manière. Je sais que c'est déjà le cas aujourd'hui via certaines applications, mais je pense qu'on peut développer ça davantage. Et je pense que j'en ferai une mission plus tard. Oui, je pense qu'une fois que j'aurai fini mon parcours, que j'aurai bien entamé mon parcours professionnel, j'aimerais transmettre ce que j'ai appris et mon savoir aux futures générations. Merci. Mais de rien. Je vous propose qu'on passe à la table ronde suivante. Pardon, je vais très vite. Je sais que c'est frustrant pour nos intervenants, mais je vais très vite parce que sinon on ne tiendra jamais le chrono. J'accueille nos 4 intervenants suivants pour une dernière table ronde sur le sujet de la formation professionnelle des EdTech. Karine Charbonnier, vice-présidente en charge de la formation professionnelle au Conseil régional des Hauts-de-France, Messi Pazafran, donc responsable du centre de formation Webforce 3 Hauts-de-France, Maurice Monoki, directeur de l'AFP2I, et David Lefebvre, qui est le CEO de l'agence DAD. On vous en parle tout de suite après, mais peut-être d'abord parole à Karine Charbonnier, qui est avec nous, je crois, en audio. Bonjour Karine, comment allez-vous? Et est-ce que vous nous entendez? Désolée d'être en audio aujourd'hui. Eh ben, d'abord, je me réjouis de participer à cette table ronde extrêmement inspirante et qui donne vraiment beaucoup d'optimisme pour notre capacité à innover dans le domaine de l'innovation. Alors, peut-être vous dire que la région finance aujourd'hui 80 000 formations par an de niveau non qualifié à l'enseignement supérieur, mais notre cible, c'est quand même principalement les non qualifiés. Par exemple, 25% de nos stagiaires aujourd'hui sont allocataires du RSA, pour vous donner une idée. Alors, à la région, on est convaincu d'être dans un énorme Big Bang de l'éducation depuis plusieurs années déjà. Big Bang des business models, puisqu'on est en train de passer
pour les organismes de formation de vente en B2B, c'est-à-dire sous forme de marché public très important, à du B2C, notamment avec l'avènement du compte personnel de formation. Et c'est pour ça que depuis plus de 3 ans maintenant déjà, nous avons un accompagnement de la branche, des branches professionnelles de la formation que nous appelons CB9, qui nous permet de développer des actions communes dans un dialogue permanent autour de l'économie, du développement économique, mais aussi de la formation, notamment des enseignants. C'est pour ça aussi, compte tenu des évolutions technologiques qui sont liées à ce Big Bang, que nos achats de formation désormais ne sont plus en heures, mais en parcours. Et même le nouveau marché d'achat qui est en cours de dépouillement actuellement permettra un dosage en numérique de 0 à 100% des modules. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'on s'adapte et on essaie au maximum d'accompagner toutes ces mutations auxquelles on croit beaucoup, non pas parce qu'on veut aller vers un tout numérique, pas du tout, mais parce qu'on est persuadé qu'il y a moyen d'imaginer aujourd'hui beaucoup plus de parcours sur mesure, que ce soit dans le domaine des contenus, dans le domaine des rythmes, mélanger aussi les compétences. On peut faire du soft et du hard skill dans les formations, ce qui est très important de notre point de vue, et que toutes ces hybridations présentielles, distancielles sont porteurs d'une meilleure qualité de la formation. Alors évidemment, compte tenu de nos cibles, nous luttons contre la fracture numérique. En ce moment, nous sommes en train de développer tout un programme de tiers-lieux de formation, notamment en partenariat avec Pôle emploi, avec l'AFPA, mais aussi d'autres, pour donner accès à des tiers-lieux pour pouvoir se former. Et nous finançons énormément de formations cléa numérique. Alors, surtout, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est vous dire que depuis plus de 3 ans maintenant, nous avons un appel à projet qui s'appelle Format Innovation, qui est doté de 5 millions d'euros par an, donc c'est loin d'être anecdotique, et qui est doublé depuis peu d'un appel à projet sur l'innovation spécifiquement pour les 16-18 ans. Et que, voilà, par ce format innovation, nous aidons les acteurs de l'éducation à monter des projets innovants, que ce soit dans le domaine du numérique, la formation situation de travail, qui d'ailleurs a souvent une couche numérique incluse, mais aussi dans tout ce qui est accompagnement et recrutement, ce qui est très important pour nous. Parce qu'il y a de l'innovation dans les contenus pédagogiques, il y a de l'innovation dans l'accompagnement des stagiaires, c'est très important, surtout compte tenu de nos publics, qui ne décrochent pas, de travailler un peu sur le développement personnel, l'animation des communautés de stagiaires. Et même en amont, on se rend compte de plus en plus qu'on a un énorme besoin d'innovation dans le recrutement des stagiaires, dans la promotion, l'attractivité des formations et aller chercher des stagiaires qui n'ont pas forcément beaucoup d'appétence pour la formation, alors que c'est vraiment très important pour eux qu'ils aient accès à la formation. C'est vraiment un point important. Alors, ce format innovation, il se développe depuis plusieurs années. On s'est rendu compte, avec l'expérience, qu'on avait besoin pour faire un travail de qualité, de mieux accompagner, sélectionner nos projets. C'est pour ça que nous avons monté depuis plusieurs semaines, en collaboration avec Hémisphère, l'Université catholique, avec l'Université Lille et avec l'ARACT, nous avons monté le Lab Innovation Formation Hauts-de-France, qui permet d'éclairer par la recherche scientifique, comme Dorothée vient de le dire, un petit peu notre travail, mais qui permet aussi d'incuber les porteurs de projets qui ont parfois de bonnes intuitions, mais ont du mal à les concrétiser, et puis ensuite de diffuser les bonnes pratiques et les faire connaître sur tout le territoire et dans toute la région, pas que en métropole de Lille. Donc, si vous me demandez en tant que bonne fée, moi, je me réjouis vraiment de tout ce que vous portez et ce que j'entends depuis tout à l'heure. Et puis, moi, je fais appel à utiliser au maximum notre format innovation quand vous en avez besoin pour monter des projets innovants. Et puis, je vous offre tout le partenariat de la région autant que vous en aurez besoin. Un grand merci pour cette intervention, ces encouragements et ce partenariat que vous offrez à l'association collectif d'acteurs qui composent EdTech Hauts-de-France. Je vous propose qu'on passe la parole à Messipa Zafran. Messipa, tu es responsable du centre de formation WebForce 3. Bienvenue Messipa. Alors, je vais poser une question presque dérangeante, mais au départ, quand on forme au métier du web, comme tu le fais avec le centre de formation WebForce 3,
intégrer la tech, c'était une évidence, c'était logique, vous l'aviez déjà fait en fait, non? D'abord, bonjour à tous et merci pour cette invitation. On peut d'abord penser que c'est logique parce que bon, déjà au niveau de l'EdTech, on est partie prenante depuis le démarrage avec notre vice-président Olivier Bréchard. Mais au final, non, c'est pas si évident que ça parce que quand on vient voir un centre de formation et notamment avec notre mentalité latine, quoi, on vient le voir pour tout le côté humain, le côté relationnel. On aime bien encore avoir quelqu'un au-dessus de son épaule quand on est coincé dans un problème. Donc, quelque part, c'était pas si évident que ça. Donc, par contre, effectivement, quand on a appréhendé ces technologies, on le fait par rapport à notre public. On a une approche très user-centric et on va utiliser les technologies d'abord qu'on a sous la main et puis on détourne pas mal d'outils jusqu'à ce qu'on se mette à mettre la main à la pâte et à mettre en place nos propres outils. Et c'est là que l'EdTech prend tout son sens, quand on arrive à monter des choses et faire en sorte de pouvoir créer des outils innovants, quoi. Bah ouais, donc du coup, en mars, vous avez dû un peu tout modifier dans vos méthodes, passer à distance alors que ce n'était pas forcément la méthode. Ça a révélé quoi de ce qui était en place? C'était une formalité, c'était un défi? En fait, on est arrivé assez confiant de cette période de confinement en mars, mais parce qu'on avait eu une répétition générale avec les gilets jaunes. Plus personne n'en parle maintenant, mais on avait quand même pas mal de problématiques de distance et du coup on n'a pas pu. On a des apprenants qui étaient coincés donc pour des problématiques très logistiques, d'accès à la salle de cours. Donc du coup on a eu une grosse répétition avec la mise à disposition de salles virtuelles, avec la mise à disposition de tout ce qui est pédagogique. Mais lors du confinement, on s'est heurté à un mur, j'allais dire un mur de papier, parce que c'est les formalités administratives qui nous ont ramené à la basse réalité, à des problèmes très pragmatiques, et on se rend compte encore, lors de ce confinement, quand on a été amené à modifier des pratiques dans leur fond, avec des choses toutes bêtes, comme l'émargement qui est très papier encore aujourd'hui, ou alors les passages des titres professionnels, bien qu'ils soient sur des thématiques qui sont purement numériques, sont encore avec des pratiques bien physiques, tangibles. La personne doit être là. Du coup, ça nous ramène à des nouveaux sujets. Et par contre, effectivement, on peut se rendre compte que le confinement a été dans le sens de la dématérialisation et dans le sens justement de cet élan vers l'outil technologique pour continuer à vivre normalement. Et j'aime bien dire vivre normalement parce qu'on fait évoluer notre normalité en fonction des technologies qu'on utilise, quoi. Bon, et du coup, alors Messipa, je te demande de mettre ton costume de bonne fée et de te projeter dans quelques mois, quelques années, l'EdTech, la région Hauts-de-France. Qu'est-ce que tu souhaites à tout ça? Eh ben, en fait, dans quelques années, je vois plus d'interconnexions, notamment avec la Grande École du Numérique, hein, qui offre aussi des choses assez innovantes, avec la possibilité, par exemple, d'effectuer des stages dans l'administration publique, enfin, l'interconnexion des acteurs et du coup des outils par rapport aux acteurs. Et quand on voit aujourd'hui l'école qui accueille avec méfiance l'usage du numérique, l'usage du téléphone à l'école, moi ce que je souhaite, c'est qu'on puisse réconcilier ces deux mondes. Et si je vais juste conclure en disant que ce que je souhaite par rapport à l'EdTech, c'est de rester créatif, parce qu'on dit que la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Et ben l'EdTech, c'est ça, c'est rester intelligent, s'amusant et joindre ces deux mondes. Et voilà qui va plaire à Chris, parce que je sais que ça lui plaît beaucoup, ce type de propos. Il nous le dira juste à la fin, en conclusion de ce midi de rencontres, d'échanges et de débats. Merci Messipa pour ton intervention. Je vous propose qu'on passe la parole à David Lefebvre. David, bonjour, tu es CEO de l'agence DAD et tu es surtout vice-président de l'association EdTech Hauts-de-France en charge de la branche formation pro. David, toi,
ton positionnement. Pas. C'est Olivier, mais c'est pas grave. Oh, pardon, c'est Olivier, excuse-moi. David est un très beau prénom aussi. Et ben voilà, c'est Olivier. Toutes mes excuses, Olivier. Ben oui, évidemment. Toi, ta vision et ton métier, c'est d'apporter des solutions pour que la formation soit demain plus proche, plus accessible. Voilà l'importance de la tech pour toi. Donc, Olivier, qu'est-ce que c'est? Alors aujourd'hui, notre entreprise, elle est au service des OF, des formateurs, des écoles. On travaille avec deux technologies, principalement la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Et ce que je vais essayer d'être rapide pour donner les exemples à quel point ce passage à la technologie pour la transmission des savoir-faire peut être absolument fondamental. On parle de formation professionnelle, on sait qu'on est dans une crise qui va certainement durer très longtemps, ce qui veut dire qu'on va avoir beaucoup de gens à former, la former une fois, former 2 fois, former 3 fois. On sait aussi que les organismes de formation sont souvent situés dans les grandes villes et qu'il n'est pas toujours facile d'aller former quelqu'un qui habite sur le territoire à Grande-Synthe ou à Fourmies. Et je prends souvent cet exemple en live, mais je peux le faire aussi en visio. Ce que j'ai devant moi là, c'est un casque. Une petite boîte que je peux en mettre 3-4 dans mon sac à dos et avec ce casque que je vais mettre sur la tête d'un apprenant, je vais arriver dans une mairie, la mairie de Grande-Synthe, je vais demander un peu de place, je vais pousser un peu les meubles et je vais pouvoir former 4 personnes pendant 1 heure à un CAP automobile ou à de la chirurgie. Aujourd'hui, Stanford aux États-Unis a 120 postes de réalité virtuelle, mais l'usine Renault qui fabrique des moteurs de camions à côté de Lyon forme 800 intérimaires par an avec cette technologie. Les deux ont fait la même constatation, c'est qu'ils divisent par 2 le temps de formation et qu'ils augmentent de 30% le niveau de connaissances après ces formations. Donc il y a un avantage économique, premier point, il y a un avantage logistique, il y a un avantage pratique et il y a aussi un avantage écologique. Donc c'est pour moi un outil absolument extraordinaire. Il prouve son efficacité quand il est utilisé et il permet aussi, c'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler et qui sont très importantes. Alors que ce soit dans une crise sanitaire, mais aussi dans une optique d'être encore plus efficace et puis aussi d'économie et d'écologie, c'est si le meilleur prof de France est à Toulouse et que j'ai des étudiants à Valenciennes, je vais aller filmer en caméra volumétrique ce prof à Toulouse en direct et il va être intégré dans la formation virtuelle. Il pourra donner son cours à distance au lieu de prendre un avion, un train, 2 chambres d'hôtel, etc., etc. Ce n'est absolument pas un outil destiné à remplacer les gens qui font de la formation. Encore une fois, ce sont des outils extraordinaires pour un formateur. C'est plus facile de transporter 3 cases de réalité virtuelle qu'une voiture. Et puis ça permet aussi, je vais prendre encore un dernier exemple parce que je sais que le temps est très compté. Hier, j'étais un CFA qui forme des jeunes, un CAP automobile. Il y a un truc tout bête en ce moment qui est en train d'arriver, qui est l'automobile électrique. On en entend tous parler, mais pour ouvrir quand on est un jeune en formation, pour toucher une voiture électrique, il faut des habilitations extrêmement spéciales, parce qu'évidemment, il y a des dangers. Et il faut des équipements aussi également complètement spéciaux. Pour l'instant, les jeunes s'entraînent en partie sur des véhicules comme le mien ou le vôtre, ou des véhicules écoles, ce qui n'est pas possible pour les véhicules électriques. Et ces équipements n'arriveront pas sans doute avant 1 ou 2 ans, mais il faut que dans 1 ou 2 ans, par contre, ils soient capables d'ouvrir le capot d'une voiture hybride. En toute sécurité, ils vont pouvoir se former justement à cette formation électrique, comme on forme aussi des gens à la soudure, comme je le répète, on forme aussi des chirurgiens. Voilà, donc c'est un exemple très clair. Je gagne du temps, je dépense moins d'argent, je peux aller partout facilement sur le territoire. Il y a une dimension sociale extrêmement importante pour moi, c'est de pouvoir aller justement former des gens pour qui c'est compliqué de venir à Lille. Ça peut paraître un peu bête, mais ce ne l'est pas du tout. Quand vous habitez Grande-Synthe et que vos revenus sont modestes, venir bosser, venir faire de la formation pendant 15 jours à Lille, c'est compliqué, voire c'est impossible pour certaines personnes avec des revenus très faibles.
eh ben, on peut inverser le système. Et mon plus grand souhait est que cet outil et d'autres outils et d'autres méthodes soient déployés le plus rapidement possible et connus par le plus grand nombre de gens possible pour qu'ils découvrent à quel point l'efficacité de toutes les méthodes que nous utilisons ensemble dans le cluster, plus cluster, on n'a plus le droit de le dire, qu'on utilise dans EdTech Hauts-de-France, sont vraiment des outils qui sont là pour accompagner des professeurs, accompagner des formateurs et vont leur donner des marges de manœuvre et des capacités d'enseigner 10 fois, 100 fois, 1000 fois supérieures à ce qu'ils ont aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup Olivier, tu viens de dire que c'était ton plus grand souhait, donc je prends ça comme ton souhait de Marraine Lafay au-dessus du berceau de EdTech Hauts-de-France. Un grand merci, Maurice nous rejoindra et interviendra peut-être sur une prochaine séquence, un prochain rendez-vous de EdTech Hauts-de-France. Le mot de la fin, je vais le donner à Chris. Chris, concrètement, tu as vu toutes ces bonnes fées autour du berceau de l'association. On peut imaginer qu'elle n'a plus qu'à bien grandir si elle est si bien entourée, si bien soutenue. Je te laisse le mot de la fin, mais surtout, je te laisse nous dire comment nos spectateurs qui souhaiteraient aller plus loin, qui souhaiteraient adhérer à l'association, la rejoindre, peuvent faire et puis peut-être nous donner des infos sur le prochain rendez-vous. À toi, Chris. Non, merci, Mickaël. C'est vrai que j'étais heureux d'écouter, d'entendre toutes ces bonnes fées et je pense qu'on est bien parti pour. On a beaucoup de chantiers et d'enjeux pour la fin d'année et 2021. Déjà, nous revoir, nous rencontrer. Et on va bientôt organiser un prochain meet-up pour pouvoir justement nous revoir d'abord en visio et puis partout en région, je l'espère, en présentiel en 2021. L'enjeu de connecter les mondes, on l'a dit, les univers, créer des ponts. En tout cas, voilà, on a vocation à rassembler tous les acteurs qui sont mobilisés sur le sujet, pas que des startups, des institutions, des grandes entreprises, tout l'écosystème autour de l'enseignement, de la recherche également. On voudrait organiser par exemple une plateforme de matching entre ceux qui offrent des solutions, ceux qui les achètent, ceux qui les utilisent, une cartographie aussi pour rendre visibles les acteurs en région, pourquoi pas un annuaire avec un catalogue d'expertise locale et que finalement on soit rassemblés tous sous une même bannière, en tout cas que EdTech Hauts-de-France ça devienne finalement une marque, un label de qualité qui soit reconnu et identifiable en région. Et puis, il y a cet enjeu aussi de vulgariser, de développer les EdTech, donc montrer concrètement comment ça peut marcher, avoir des événements de visibilité en région, et puis participer aux politiques régionales et départementales. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'adhérer à l'association. On vous a mis un lien bit.ly/adhésion-edtech-hdf. Mais en tout cas, c'est important pour nous de pouvoir adhérer parce que voilà, c'est les premières ressources finalement financières de l'association. Et puis au-delà de ça, c'est pour montrer finalement votre attachement, votre soutien à la communauté. Et on s'est voulu vraiment accessible, c'est-à-dire même à titre individuel, on peut adhérer en tant que professeur par exemple, mais aussi à titre d'une petite organisation pour une centaine d'euros, voire même une grosse organisation. Mais voilà, avec des tarifs vraiment plus accessibles possibles. Et puis, si vous êtes déjà adhérent d'EdTech France et que vous êtes domicilié au niveau des Hauts-de-France, vous serez déjà automatiquement, en tout cas, adhérent d'EdTech Hauts-de-France. Et puis, je remercie déjà les premiers adhérents qui ont déjà adhéré comme Cantou ou Tabuléo juste hier. Donc, voilà, merci en tout cas à vous. Et le rêve, en tout cas, que je peux faire, mon rêve, c'est d'avoir une cinquantaine d'adhérents pour 2021. Et puis surtout une pluralité, une diversité d'organisations qui seront présentes. Voilà, pour nous retrouver, vous avez un site web qui est en cours de construction, mais en tout cas déjà sur les réseaux sociaux type Twitter, LinkedIn, Facebook, vous pourrez justement suivre nos actualités. Et puis, on a une adresse mail, tout simplement, contact@edtech-hdf.fr qui fonctionne. Voilà, Mickaël, je te relaisse la main et peut-être que Vincent, en tout cas, serait disponible pour aussi s'exprimer. Alors, Vincent, si Vincent est connecté, on va tenter. Vincent, c'était the cherry on the cake, on s'est dit avec Chris, se donner juste une perspective de plus.
Vincent, est-ce que tu es là? Est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu es connecté? Bonjour tout le monde, je suis Vincent van der Beek, CEO de Angarka. Angarka, c'est un incubateur à Courtrai. On rassemble ici 3 domaines. En fait, on rassemble des corporates, des startups et des étudiants et des écoles ici. À partir de l'année prochaine, on a rentré un dossier à l'Europe pour créer un Digital Innovation Hub autour de EdTech. Pourquoi? Parce qu'on a pas mal de compétences ici dans les environs autour de EdTech, avec des partenaires comme Barco, par exemple, qui ont des solutions pour the Classroom of the Future, the Virtual Classroom. Et puis aussi d'autres acteurs qui se trouvent ici dans la région qui ont plutôt des solutions soft, des plateformes pour avoir des solutions EdTech. Ensemble, on veut créer un centre de compétences d'un côté, d'un autre côté aussi un Living Lab, un environ où des PME peuvent et des écoles peuvent jouer avec la technologie et expérimenter avec toutes les technologies existantes et tech qu'on a pour l'instant. Je suis très content qu'il y a pas mal d'intérêt ou pas mal d'initiatives autour de EdTech dans la région, notamment aussi à Lille avec EdTech Hauts-de-France. Parce que Angarka, ensemble avec Euratechnologie, on est déjà dans l'Eurométropole digitale. Et si on pourrait donner encore plus de focus sur la partie EdTech dans la collaboration existante entre Courtrai et Lille, ce serait très intéressant pour tous les deux. Là, je pense à échanger des places pour les startups dans les 2 incubateurs, échanger des idées, avoir des meet-up ensemble, mais aussi bien des études, des recherches, parce qu'on fait pas mal de recherches ici, notamment vers la réalité virtuelle et augmentée avec tout ce qui est la partie training. Donc, il y a un centre de recherche qui appartient à l'université de Louvain qui se trouve ici, qui est spécialisé dans la tech. Donc, créer des collaborations ensemble avec les amis qui se trouvent à Lille, ce serait très intéressant pour tous les deux, je crois. Un grand merci à tous nos intervenants. Je pense qu'on peut souhaiter bonne chance, bon courage, une bonne naissance et une belle croissance à cette association EdTech Hauts-de-France. Moi, je vous remercie en tout cas de nous avoir suivis, d'avoir été nombreux en ligne. Je crois qu'on a largement dépassé la centaine de spectateurs que Chris nous avait annoncé en début de séquence. Bon appétit à tous. Il n'y a pas de verre de l'amitié, du moins c'est un peu chacun chez soi. Mais je suis certain, pour refaire le clin d'œil à Rémi qui nous l'a dit tout à l'heure, que lors d'une prochaine rencontre, on aura l'occasion de manger toutes les belles spécialités du Nord et de boire un peu de houblon. C'est, je crois, une promesse qu'on pourra se faire. Voilà, bonne fin de journée à tous, bonne suite de journée à tous. À très bientôt et rendez-vous prochainement donc, pour la suite de EdTech Hauts-de-France.